travaillant de pair avec le HTML, le CSS va donner vie à votre site. Grâce au CSS, vous pourrez mettre de la couleur, changer les formes et même animer vos éléments. Mais le CSS est réputé difficile, même parmi les développeurs aguerris. Avec cette introduction, on va essayer de faire le tour du langage. On va voir les principales fonctionnalités et les pièges à éviter. Aux origines du web, on comptait principalement sur le HTML. Et le HTML, c'est moche. C'est très bien pour organiser les éléments, mais ça manque clairement d'esthétique. Dès le début, les développeurs ont cherché à pallier à ce problème. Et le CSS s'est peu à peu lié au HTML pour rendre le web un peu plus harmonieux. Mais au début, le CSS, c'était pas tout à fait ça. On peut même dire que c'était assez difficile, et les développeurs devaient hacker et contourner l'implémentation pour arriver à leur fin, jusqu'à la version 3 et l'apparition de grid et flexbox qui rend tout ça un peu plus facile. Pour apprendre le CSS, un des principes majeurs à comprendre est le box model. En CSS, tout est boîte. Chaque élément, chaque bouton, chaque titre, chaque section sera représenté par un carré. Ce sont ces carrés qu'il nous faudra agencer et organiser grâce aux nombreuses propriétés du CSS pour créer nos mises en page. Un autre principe extrêmement important à comprendre est le principe d'héritage. Puisque le HTML nous permet de créer des éléments imbriqués les uns dans les autres, une propriété appliquée à un élément parent sera appliquée à l'élément enfant par héritage, enfin en général, sinon ça serait trop simple, il y a des exceptions. Je vais commencer par créer un nouveau dossier et par l'ouvrir dans Visual Studio. Une fois mon dossier ouvert, je vais créer mon fichier index.html qui sera la page d'accueil de mon projet et insérer le boilerplate fourni par Emmet en cliquant sur le point d'exclamation. Je change le titre et je vais ensuite créer ma feuille de style, ma feuille CSS en créant un nouveau document. Je vais nommer ce fichier style.css, mais le nom du fichier importe peu. C'est juste une convention et c'est plus pratique comme ça. C'est dans ce fichier que nous allons définir toutes nos propriétés CSS. Une fois ce fichier créé, je vais devoir le relier à ma page index.html. Et pour ça, je vais rajouter une ligne dans ma partie head pour spécifier au navigateur, quand il verra ma page, qu'il y a une feuille de style à lire et à ajouter. Pour ça, je vais utiliser la balise link. Et le raccourci Emmet insérera automatiquement le bon lien avec le nom style.css qui correspond bien au fichier qu'on vient de créer. Une fois cette installation terminée, je vais ouvrir ma page avec un serveur live. Un petit test Hello World pour voir que tout fonctionne et on va pouvoir commencer. Je vais réagencer mon onglet et fermer le volet latéral. Et on va commencer par les sélecteurs. Les sélecteurs vont nous permettre de viser des éléments pour leur appliquer nos propriétés. Alors j'ai préparé du code à l'avance, si vous voulez suivre avec moi, mettez pause pour le recopier. Dans cet élément, nous avons un titre avec une classe de titre et header et un ID, un identifiant unique de welcome one et on verra après comment le sélectionner. Ce titre est nesté dans une div, entouré d'une div, elle-même entourée d'une balise header. Le but de l'exercice va être de cibler le titre bienvenue pour modifier sa couleur. Le premier sélecteur est le sélecteur de type. C'est lui qui va cibler directement le nom des balises. Dans ce cas-là, notre texte étant dans une balise H1, nous allons sélectionner la balise H1. Le sélecteur de type a un effet très global, puisque toutes les balises H1 dans notre document seraient affectées par cette propriété. Entre les accolades précédant notre sélecteur, on va pouvoir écrire notre propriété, qui sera la propriété color. Comme son nom l'indique, la propriété color va changer la couleur et notre titre se part d'une flamboyante couleur corail. Sélecteur suivant que j'ai nommé type enfant. Ce sélecteur est assez similaire puisqu'il cible le nom d'une balise, mais il va également jouer avec la parenté des éléments. Cette fois, je vais cibler le header, qui est un parent de notre titre, un parent non direct puisqu'il a la div entre les deux, mais un parent tout de même, et je rajouterai le nom de ma balise titre H1. Cette sélection pourrait se traduire par « sélectionne tous les titres H1 enfants d'une balise header ». La question est alors, pourquoi ce sélecteur supplante notre premier sélecteur ? Si la couleur rouge prend le dessus sur la couleur corail, c'est parce que les sélecteurs ont un poids.
C'est ce qu'on appelle la spécificité. Dites-vous simplement pour l'instant que les sélecteurs de type valent 1. Donc notre premier sélecteur vaut 1, notre deuxième 1 plus 1 vaut 2, il prévaut donc sur le premier. Combiner des sélecteurs augmente leur spécificité puisqu'ils sont plus précis. On peut voir que le H1 est plus vague que le header H1 qui rajoute une règle supplémentaire, la rendant prioritaire. Sélecteur suivant, et c'est le sélecteur que vous utiliserez le plus souvent, c'est le sélecteur de classe. Comme son nom l'indique, il va cibler l'élément vis-à-vis de son attribut classe. Le sélecteur classe vaut 10, il est donc bien supérieur au sélecteur de type. La syntaxe est très simple, il suffit de mettre un point devant le nom de la classe. Puis toujours entre les accolades, on va changer la couleur. On va aller un peu plus vite sur le suivant parce que c'est juste une combinaison de ce qu'on a déjà vu. Comme on a déjà combiné les sélecteurs de type, on va pouvoir combiner les sélecteurs de type et de classe. On pourra le traduire par « sélectionne tous les éléments H1 possédant la classe titre ». Et bien sûr, la propriété prendra le dessus sur les autres. Et si vous n'en avez pas eu assez, maintenant on va voir un sélecteur un peu plus exotique. Et après, promis, on en a presque fini avec les sélecteurs. Parce que je sais pas combien de fois j'ai dit le mot sélecteur, mais c'est déraisonnable. On pourrait traduire le suivant par « sélectionne l'élément possédant la classe titre descendant direct d'une div ». Des sélecteurs comme ça, il y en a d'autres, mais je vous rassure, on ne s'en sert pas souvent, mais c'est bien de savoir que ça existe. Dans ce cas-là, le poids du sélecteur est le même que le précédent. Le chevron, le signe inférieur ne change rien. Et quand deux sélecteurs de même importance entrent en compétition, c'est le dernier qui prendra le dessus. Bon, maintenant on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus simple, et cette fois c'est le dernier, le sélecteur d'identifiant. Lui vaut 100 points, il prendra donc toujours la priorité sur les autres sélecteurs, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. On le déclare en le précédant d'un dièse, et il doit correspondre à l'attribut ID de notre élément. Et ça sera déjà pas mal pour les sélecteurs. Maintenant, on va voir quelques propriétés. Une fois encore, j'ai préparé un peu de code à l'avance que je vais mettre tout en haut de ma feuille HTML. Cet élément sera constitué d'un paragraphe Hello World imbriqué dans une div, elle-même imbriquée dans une autre div. Et je vais en profiter pour parler un peu plus du box model que j'ai mentionné en introduction. Pour ça, je vais inspecter mon élément grâce aux outils de développeur de Google Chrome que vous pouvez ouvrir soit avec F12 ou en cliquant droit sur votre page et inspecter. Quand je vais cliquer sur l'élément parent, l'élément container, on verra une représentation en box model à droite. Et on va s'arrêter dessus un instant. On peut s'imaginer ce dessin un peu comme des poupées russes. Il y a une boîte dans une boîte dans une boîte. La boîte bleue, la boîte centrale, c'est notre contenu, notre texte Hello World. Autour de ce texte, il y a un padding. Le padding est l'espace vide entre le texte et la bordure. Ce que j'appelle bordure, c'est le contour de notre boîte, ce qu'on pourrait représenter comme la paroi de notre boîte. C'est le paramètre border. Et pour terminer, nous avons la margin. On peut voir ça tout simplement comme la distance qui va séparer nos différentes boîtes. D'ailleurs, logiquement, puisqu'on n'a pas spécifié de margin, on voit que nos éléments devraient toucher les parois, ce qui n'est pas le cas. Et c'est un problème qu'on va régler tout de suite. Je vais aller chercher dans ma div container, dans ma div cercle, mon paragraphe. Et je vais bien voir les bandes jaunes qui s'affichent, qui sont la représentation des marges. Ces marges sont la mise en page par défaut de Google Chrome. Et pour reprendre un peu plus le contrôle sur la mise en page, une technique très simple et très répandue est la technique du reset. Pour ce faire, je vais aller tout en haut de ma page style.css et ajouter quelques propriétés. D'abord, je vais appliquer une propriété sur ma balise HTML. Cette propriété se nomme Box Sizing Border Box. C'est une propriété très courante pour les resets. Vous expliquer en détail comment elle fonctionne ne serait pas très utile pour ce tutoriel, mais sachez qu'elle vous permettra d'avoir un meilleur contrôle sur vos éléments. Maintenant, pour régler notre problème de marge, nous allons utiliser un autre sélecteur, le sélecteur universel. C'est l'astérisque grâce auquel nous allons pouvoir sélectionner tous les éléments de n'importe quel type. Nous allons lui faire hériter de notre propriété box sizing avant de lui appliquer une marge de 0 et un padding de 0.
Et on voit le résultat immédiatement, le titre touche les bords de la fenêtre et les marges ont disparu. Mais bien sûr, ça serait trop simple si ça s'arrêtait là. Notre sélecteur universel sélectionne tous les éléments de notre page, mais il ne sélectionne pas les pseudo-éléments. Les pseudo-éléments, on n'a pas encore vu, on verra tout à l'heure, mais vous allez avoir un aperçu de la syntaxe. J'enchaîne donc, grâce à la virgule, le sélecteur universel et le sélecteur universel pour tous les éléments before et pour tous les éléments after. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour en apprendre plus sur le reset, qui est un sujet à débat. Et on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus marrant en voyant les propriétés les plus courantes pour modifier notre élément. Vous l'aurez peut-être compris, un des principaux challenges du CSS est d'ajuster les boîtes. Et pour cela, nous avons plusieurs unités de mesure qui nous permettront d'ajuster les distances et les tailles de nos éléments. Très rapidement, puisque nous les reverrons tous au cas par cas, nous avons le pixel que vous connaissez certainement déjà. Le pourcentage sera basé sur la place disponible par rapport à l'élément parent. VW, qui signifie View Width, se basera sur la largeur de l'écran. View Height sera la même chose pour la hauteur. Et nous verrons les autres unités un peu plus tard dans le document. Je vais commencer par sélectionner le container propriété. C'est la div parente de notre élément. Je vais rajouter une bordure. Rappelez-vous, la bordure va se rajouter à mon box model, c'est ce qui englobe mon élément. La bordure fera 2 pixels de largeur, solide signifie une ligne continue et elle sera noire. Pour y voir un peu plus clair, je vais également ajouter une marge de 5 pixels qui se mettra autour de ma bordure. Je vais zoomer un peu pour qu'on y voit plus clair. Et je vais continuer avec la propriété padding, je vous rappelle qui est le dernier élément de notre box model et qui va se rajouter entre notre contenu, Hello World, notre texte, et la bordure. Et si je sélectionne le container dans le Developer Tool de Google, on verra afficher le padding de 10 pixels et la marge de 5 pixels et la bordure de 2 pixels. La div avec la classe circle ou cercle est bel et bien là, mais comme elle n'a aucune épaisseur ni padding, elle ne change pour l'instant rien à notre élément. On va continuer et cette fois on va sélectionner notre texte pour lui appliquer une marge de 20%. Et on va tout de suite voir que notre texte va appliquer une marge autour de lui de 20% de la taille de la div. Mais l'exemple n'est pas forcément très probant, alors on va essayer autre chose. Je vais supprimer la marge de mon texte et nous allons mettre une marge sur mon container de 50 view width. Cette marge va complètement écraser mon élément puisqu'elle va lui demander d'appliquer 50% de la taille de la largeur de l'écran autour de ses bordures. Cette unité est très pratique puisqu'elle va s'adapter à mon écran de manière responsive, c'est-à-dire même si elle bouge, même si la taille est différente, il y aura toujours 50%. Je vais remettre une marge raisonnable et autre astuce, utiliser cette unité de mesure sur la hauteur de notre élément va nous permettre d'avoir un élément qui s'adapte en permanence à la hauteur de notre page pour la couvrir dans sa quasi-totalité. Maintenant qu'on a vu la propriété height qui signifie hauteur, on peut également utiliser la propriété width qui va déterminer la largeur de notre élément. Si on lui applique 50 view width, notre carré container qui contient notre texte va faire 50% de la largeur de l'écran. On peut également voir une méthode un peu moins courante, c'est le min content. Dans ce cas-là, notre container va s'adapter à son contenu, c'est-à-dire cette fois notre texte, pour déterminer sa largeur. Autre propriété intéressante et très utile du CSS, c'est le box shadow, qui va nous permettre d'ajouter une ombre derrière notre container. Les 3 premières propriétés représentent la distance sur l'axe X, la distance sur l'axe Y et la taille de propagation de l'ombre. Pour finir, on mettra la couleur, un gris léger qui marchera très bien sur un fond blanc. On pourra également supprimer les 2 dernières propriétés pour avoir un effet assez sympa. D'ailleurs, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais remonter un peu parce que j'aimerais bien centrer mon texte, mon titre bienvenue, et pour ça je vais lui appliquer une propriété extrêmement pratique également, le text line center. Mais pour centrer mon container, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour ça, je vais utiliser la propriété margin left, qui ciblera seulement la marge sur la gauche,
et je vais lui appliquer 50 view width. Ça appliquera donc la moitié de la largeur de l'écran. Et c'est un bon début. Comme on peut le voir, la bordure gauche se trouve maintenant exactement au milieu de ma page. Mais le problème, c'est que j'aimerais que ce soit le centre de mon élément qui se retrouve au centre de la page. Et pour ça, je vais devoir utiliser une autre propriété qui s'appelle Transform. Transform, c'est très pratique, ça peut faire plein de choses. On peut le voir d'ailleurs, il y a les suggestions d'émettre, elles sont très nombreuses. On pourra faire pivoter l'élément, jouer sur sa taille, sa perspective, le pencher, un peu dans tous les sens. Mais ce qu'il nous faut pour l'instant, c'est le Translate X, qui va déplacer l'élément sur l'axe X. On va le déplacer de moins 50%, et ça le déplacera de la moitié de sa taille vers la gauche, le mettant exactement au centre de notre page. On va maintenant s'occuper de notre élément cercle, qui est l'enfant direct de notre conteneur. On va commencer par lui donner un peu de substance en lui attribuant une hauteur et une largeur de 70 pixels. On voit tout de suite que notre carré va s'agrandir puisque la div s'est agrandie, mais on n'y voit pas bien plus que ça. Et moi ce que j'aime faire dans ce cas-là, c'est de rajouter de la couleur à ma div pour voir où elle se situe exactement. Pour ça, on a la propriété Background Color qui va rajouter une couleur de fond. Et vous voyez comme c'est beau. Alors on va voir une espèce de contour blanc un peu curieux mais qui n'est pas si surprenant que ça puisque c'est le padding de notre container qui repousse le contenu et si on l'enlève on se retrouve avec un carré plein. Mais si cette div s'appelle Circle, ce n'est pas pour rien et on va lui arrondir un peu les angles. Pour cela nous avons la propriété Border Radius. Cette propriété peut se décrire en pixels ou en pourcentage, selon l'effet désiré. Dans notre cas, 100% fera de notre div un cercle parfait. Mais le texte sort étrangement du cercle et pour résoudre ce problème, je pourrais rajouter du padding. Le padding va repousser l'élément paragraphe enfant du cercle vers le centre. Pour s'en convaincre, on peut regarder dans le Developer Tool et on verra le petit carré vert foncé au centre qui est notre paragraphe repoussé des bordures du cercle. Et on va pouvoir avancer, une fois encore, on va sélectionner le texte pour modifier sa couleur. Attention à ne pas confondre la propriété Color et la propriété Background Color. La propriété Color s'appliquera bien à l'élément et le Background au fond de l'élément. D'ailleurs, si j'ajoute un fond noir à mon texte, on verra très clairement la différence entre les deux propriétés. On pourra également modifier la police de caractères et comme vous pouvez le voir, les possibilités sont très nombreuses. Entre la taille, avec font size, l'épaisseur, avec font weight, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous voulez. On va s'en tenir à quelque chose de simple, avec font family qu'on mettra en Arial. Et je pense que ça sera déjà pas mal. On a vu beaucoup de propriétés et on va pouvoir passer à autre chose. Maintenant, on va essayer de voir comment on fait pour agencer les boîtes les unes par rapport aux autres. Et pour ça, les deux outils qui deviennent petit à petit la norme, ce sont Flexbox et Grid. Et on va commencer par regarder Flexbox, qui est le plus simple des deux. J'ai rajouté un peu de HTML, vous pouvez voir, il y a 3 éléments, 3 divs Flex Item à l'intérieur d'une div Flexbox. Je vais commencer par sélectionner la div Flexbox, ma div container, et je vais lui rajouter une bordure pour la repérer. Pour l'instant, ça me fait un carré bleu parce que le container est vide et je vais donner une taille donc à chaque item. Une hauteur, une largeur et une couleur de fond pour les voir apparaître. On va maintenant appliquer à notre conteneur la propriété qui va faire la différence, c'est la propriété Display Flex. La propriété Display est très importante. Elle va indiquer à un container comment il doit organiser les éléments à l'intérieur de lui. Par contre, appliqué à un élément unique, il lui dira comment il doit se comporter par rapport aux autres éléments, mais on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, je vais appliquer une marge à chacun de mes éléments pour essayer d'y voir un peu plus clair. En passant, on va voir une nouvelle unité de mesure, l'unité EM. L'unité EM est relative à la taille de la police de l'élément. C'est très pratique parce que sur les écrans plus petits, la taille de police sera plus petite et donc mes marges pourront se réduire automatiquement. Mais pour revenir à Flexbox, ce qui se passe, c'est que maintenant notre container va s'occuper d'organiser les éléments qu'il compose. On peut voir qu'ils se sont alignés sur l'axe horizontal tout en gardant leur marge. Je vais rajouter de la hauteur
à mon container pour y voir un peu plus clair. Et je vais pouvoir, par exemple, modifier l'axe d'orientation de mes éléments grâce à la propriété Flex Direction que je peux mettre sur colonne. Mes éléments s'alignent et s'ils sont écrasés, c'est parce qu'ils essayent de respecter, ils sont forcés de respecter la taille de mon conteneur qui est de 20 rem. Si je désactive la propriété, la taille redeviendra automatique et respectera la taille de mes éléments, de mes items. Bon, pour l'instant, je vais remettre la hauteur et les remettre en ligne et on va essayer de voir comment on peut organiser ces items individuels entre eux. Une des propriétés les plus couramment utilisées est Justify Content. Il va nous permettre d'organiser nos éléments sur l'axe horizontal. On pourra par exemple les centrer avec Center, mais pas seulement. On peut voir qu'il y a pas mal d'options, les plus courantes étant Space Around. Cette option mettra autant d'espace à gauche et à droite de chaque élément, ça se verra un peu mieux si j'enlève la marge. L'option Space Between alignera les items sur les rebords du conteneur. Et enfin, l'option Space Evenly répartira équitablement l'espace disponible entre les éléments. Je vais garder le Space Around, c'est celui que je trouve le plus équilibré. On pourra également organiser les éléments sur l'axe vertical grâce à Align Items. Le paramètre par défaut étant Flex Start, on pourra les centrer avec Center encore une fois. L'avantage des containers comme Flexbox ou Grid, c'est qu'il va s'occuper de garder mes éléments organisés entre eux, même si la taille de la fenêtre change. On peut faire l'expérience, mes éléments restent toujours centrés. Des propriétés à utiliser avec Flexbox, il y en a pas mal, et ça mériterait une vidéo à part entière. On peut déterminer la taille et la disposition des éléments, mais aussi agir sur chaque élément individuellement. Par exemple, si je cible l'item numéro 2, je peux appliquer la propriété Align Self pour le faire s'aligner sur le départ, le début de mon container, grâce à Flex Start. Je vais remettre ma marge et on peut déjà commencer de voir comment cette technologie nous permettra de créer des mises en page un peu plus complexes. Et en parlant de complexité, il est temps de passer au niveau supérieur et de voir maintenant les grilles. Un petit peu de HTML pour commencer, et je vais en profiter pour vous montrer un raccourci emmet très pratique. On va commencer par le point grid qui me créera une div de la classe grid. À l'intérieur de cette div, grâce au signe supérieur, je voudrais une autre div de la classe L-$. Le signe $$ va être reconnu par emmet et va s'incrémenter à chaque nouvel élément. À l'intérieur de ces éléments, je vais rajouter du texte grâce aux accolades et je voudrais également incrémenter de 1 à 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Pour finir, je vais multiplier cet élément par 9 et taper sur Entrée. Et nous voilà avec une div grid contenant 9 éléments de la classe élément 1, élément 2, élément 3, contenant du texte 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Connaître ce genre d'astuce va vous faire gagner énormément de temps, en production, mais aussi pour expérimenter par vous-même les grilles ou les flexbox. Je vais commencer par cibler mon container de la classe grid, et je vais lui appliquer, comme avec le container flex, la propriété display, mais cette fois avec grid. Je vais rajouter également une marge en bas pour me faire un peu de place, et une couleur de fond grise. Maintenant que mon container est installé, je vais sélectionner mes éléments et pour ça, on va voir un nouveau sélecteur CSS parce que ça faisait longtemps. C'est le sélecteur d'attributs. Celui-ci, on pourrait le traduire par sélectionne tous les éléments dont l'attribut classe commence par L-. Il va donc cibler tous mes éléments L1, L2, L3 et ainsi de suite. Je lui applique le classique largeur, hauteur et background color. Et on va voir que mon navigateur va détecter la présence de la grille. Si je clique sur Grid, Google Chrome va numéroter les différentes lignes. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas trop à une grille, c'est juste des lignes. Mais on va voir ça tout de suite. Je vais dézoomer un peu et je vais rajouter une propriété spécifique à Grid qui s'appelle Gap et qui va mettre de l'espace entre mes différentes cases.
Mais pour l'instant, ce n'est pas très visible. Alors on va rajouter une propriété pour créer des colonnes. Cette propriété s'appelle Grid Template Columns. Grâce à cette propriété, je vais pouvoir définir le nombre et la taille de chacune de mes colonnes. Je peux par exemple demander à ce que ma première colonne fasse 50 pixels, la deuxième 1 fr et la troisième 2 fr. L'unité fr est apparue avec Grid et elle est assez récente. On peut la traduire par fraction. Mes deux dernières colonnes vont se partager 1 tiers, 2 tiers de l'espace restant après que la première ait pris les 50 pixels. Grâce à cette nouvelle unité, c'est beaucoup plus facile de faire des mises en page complexes sans avoir recours à un framework comme Bootstrap ou autre. Parce qu'on peut faire plein de choses avec cette propriété Grid Template Columns. Par exemple, on peut utiliser la fonction repeat. Grâce à cette fonction, je vais dire à ma grille de répéter 3 fois une colonne, chaque colonne se partageant équitablement l'espace. La grille fera en sorte de toujours s'adapter à la taille de mon écran. Mais je peux aller encore plus loin grâce à cette propriété. À la place du chiffre 3, le nombre de mes colonnes, je peux mettre autofill. Et à la place du 1fr, je peux mettre une autre fonction qui s'appelle minmax. Minmax, comme son nom l'indique assez bien, va donner une taille minimum et une taille maximum à respecter par mes colonnes. L'option autofill, elle, va dire à ma grille « mets autant de colonnes que tu peux en fonction de la place que tu as ». Et on voit que maintenant ma grille s'adapte en fonction de la taille de ma fenêtre, ce qui est très pratique. Je vais aller plus loin en ouvrant la fenêtre d'Element Responsive qui me permet de simuler différentes tailles d'écran. Et on peut voir que même sur les très grands écrans, la grille continue de s'adapter jusqu'aux écrans les plus petits. Mais on va pas s'arrêter là et on va ajouter encore une propriété pour améliorer un peu la fluidité de notre layout qu'on appellera clamp. La fonction clamp ressemble à la fonction minmax qu'on vient d'utiliser pour les colonnes, mais elle s'applique à la largeur de nos éléments. Tout comme minmax, on va lui donner une largeur minimum, une largeur maximum, mais en plus, on va également lui donner une largeur idéale. Appliqué à notre container grid, on va donc lui demander de mesurer 500 pixels minimum de largeur, en général 50% de la fenêtre et au maximum 1200 pixels de large. Enfin, je vais plutôt mettre 90%, on verra un peu mieux. Pour finir, on va centrer la grille et je vais vous montrer une nouvelle manière de centrer les éléments en utilisant les marges. Si je mets margin 0 auto, le 0 s'appliquera en haut et en bas et le auto s'appliquera à gauche et à droite. Il va donc distribuer équitablement l'espace à gauche et à droite, ce qui va centrer ma grille. Et là, on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. Je vais rouvrir mon inspecteur responsive et on va voir que mon élément va respecter une taille maximale, une taille moyenne et une taille minimum, tout en réorganisant le nombre de colonnes à l'intérieur. Dès que je passerai à moins de 500 pixels de large, les marges disparaîtront. Et on a déjà pas mal avancé. Alors comme pour Flexbox, bien sûr, on pourra organiser nos éléments sur l'axe vertical et l'axe horizontal. Je vais rajouter un peu de hauteur pour prendre un peu d'espace, je vais dézoomer et redonner une taille fixe à mes différents carrés. Je vais faire réapparaître ma grille avec le Developer Tool et on va voir que les propriétés pour ajuster la grille sont assez similaires que les propriétés de Flexbox. Pour organiser les éléments sur l'axe horizontal, on va utiliser Justify Items et pour l'axe vertical, on va utiliser Align Content. Le comportement sera bien sûr assez différent puisque le but de la grille est d'organiser sur un espace à 2 dimensions, alors que Flexbox est vraiment plus pour une ligne à 1 dimension. On retrouvera quand même les différentes options comme Space Around, Space Evenly ou Space Between pour répartir équitablement l'espace entre nos différentes boîtes. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on a un élément qui va vraiment très sympa pour faire une mise en page assez moderne.
En seulement quelques lignes de code, on a un élément qui peut se réorganiser lui-même, qui respecte une taille maximum, une taille minimum et une taille idéale. Et maintenant qu'on a pu tester l'efficacité de CSS Grid, on va pouvoir passer à un autre sujet et voir les pseudo-éléments et les pseudo-classes. Comme d'habitude, on commencera avec le HTML. On a donc un lien avec le texte pseudo-classe et la classe link dans une div avec la classe pseudo. Le lien ne pointe vers nulle part grâce au dièse dans l'attribut href. Je vais sélectionner ma div pseudo et lui appliquer quelques paramètres qu'on a déjà vus pour nous donner une base. Une largeur avec clamp, une marge en haut et en bas de 5 rem et auto sur les côtés pour le centrer et une couleur de fond. Je vais également lui ajouter de la hauteur pour qu'il soit un peu moins écrasé. Ensuite, je vais sélectionner à nouveau ma div pseudo et on va créer ce qu'on appelle un pseudo-élément. Pour ça, je vais écrire le nom de ma classe, before ou after. Il y a deux pseudo-éléments, before et after, mais vu qu'ils sont très similaires, on va en voir qu'un. À l'intérieur, je vais lui mettre du content, ce qui veut dire du contenu, pour qu'il ne soit pas complètement vide. Je vais également lui appliquer une hauteur, une largeur et une couleur de fond, comme un élément normal. Rien ne se passe et c'est normal puisque ce nouvel élément qu'on essaie de créer ne sait pas encore comment se comporter par rapport à ses voisins. Pour ça, on va utiliser la propriété display et l'option block et notre élément va apparaître. L'option block signifie saute à la ligne à chaque nouvel élément, contrairement à l'option inline qui est une autre option de display qui ne générerait pas de saut à la ligne. Dans notre cas, les propriétés content et display sont obligatoires pour voir apparaître notre nouvel élément. Et l'on voit bien dans notre inspecteur cette ligne before qui s'est rajoutée. La propriété before va donc nous permettre de créer de toutes pièces un élément qui n'existe pas dans le HTML. Et ça peut être très pratique pour éviter beaucoup de répétitions. Et je vais vous donner un exemple. Un effet sympa pour les textes, pour les titres, c'est de rajouter une espèce de guillemet avec une très faible opacité derrière en très gros. Grâce au pseudo-élément, on pourrait rajouter cette guillemet ouverte à tous nos titres, par exemple. Le code que j'ai mis dans le content, c'est un code de caractère spécial. On peut les trouver sur internet, je vous mettrai un lien dans la description. Bon là, le résultat sur le fond rose est peut-être pas incroyable, mais imaginez-le derrière un texte et l'effet est beaucoup plus sympa. Maintenant qu'on a vu un peu l'idée derrière les pseudo-éléments, on va voir les pseudo-classes. La syntaxe est assez similaire, sauf qu'au lieu de mettre deux fois de petits points, on ne met qu'une seule fois. La première pseudo-classe qu'on va voir est la pseudo-classe over, et on pourrait le traduire comme ça. Sélectionne un élément avec la classe pseudo quand le curseur de ma souris est par-dessus. Et à ce moment-là, on changera la couleur de fond. Et on va tout de suite voir le résultat, quand je mets ma souris par-dessus l'élément, il change de couleur. Je peux également provoquer cet état grâce à mon inspecteur. Si j'ouvre le panneau 2.ov, comme over, je vais voir les différentes options. Active, focus, target, c'est tout des pseudo-classes. Et si je clique sur over, l'état over s'affichera. Mais comme on peut le voir, pour l'instant, le passage d'une couleur à l'autre est assez abrupt. Et on va essayer de rendre la transition un peu plus progressive. Pour ça, je vais utiliser la propriété tout simplement transition que je vais appliquer sur all, c'est-à-dire sur tous mes effets, et je vais la fixer à 0.2 secondes. Grâce à ça, on aura un effet beaucoup plus agréable. On va continuer et assez rapidement, on va essayer de voir plusieurs pseudo-classes qu'on peut appliquer à notre lien. On a par exemple la classe active. Et durant cette classe, je vais modifier le style de la police pour le faire passer en italique. Et on pourra voir que quand je cliquerai sur mon lien, en maintenant ma souris enfoncée, le texte passera en italique. Il existe également la classe focus qui est différente, mais la différence est assez subtile. L'élément focus, c'est le dernier élément sur lequel j'ai cliqué. Comme je clique dessus, il est focus, ma police change, et quand je clique ailleurs, il est défocus. Et la police redevient celle par défaut. Pour en finir avec les pseudo-classes, on va en voir deux dernières qui vont nous permettre de sélectionner des éléments en fonction de leur position. Vous allez voir, pour ça, on va rajouter un peu de HTML. Je vais encore utiliser un raccourci emmet et je vais créer une liste non ordonnée avec à l'intérieur
4 éléments list item qui s'incrémentent de 1 à 4. Et on va voir un élément nouveau, on va voir le first child. Cette classe porte assez bien son nom puisqu'elle va sélectionner, elle va cibler le premier enfant de son type. Et on verra bien le fond du premier item changer de couleur. Et enfin, dernière classe avant de changer de sujet, le nth of type. Cette fois, on pourra directement préciser lequel on veut sélectionner. Et croyez-moi, vous en avez d'autres. On a last of type, last child, on a not, mais on ne peut pas tous les voir. En bonus, je vais vous en présenter un dernier qui est assez peu connu, c'est le sélection. Il va nous permettre de modifier l'effet lorsque l'on surligne du texte. Par exemple, si je change la couleur de fond et que je surligne du texte, la couleur de fond deviendra magenta, plutôt dark magenta, qui est une couleur assez étrange. Cette fois, je pense qu'on en a assez vu, on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus sympa, les animations. Comme toujours, un peu de HTML pour commencer, et on va rester simple avec une div class animate à l'intérieur d'une div container animation. Je vais sélectionner le container et je vais lui appliquer les habituels. Une marge en bas pour me faire un peu de place, une hauteur de 8 pixels, une largeur de 100% et une couleur de fond. Pour la couleur, on va changer un peu de format puisque j'ai sélectionné une couleur en hexadécimal. Vous pouvez choisir celle que vous voulez bien sûr. Et on se retrouve avec une fine bande qui va prendre toute la largeur de ma page sur laquelle je vais zoomer un peu. Je vais continuer en sélectionnant la div intérieure Animate. Je vais lui appliquer une hauteur, la même hauteur que la taille de ma div container. Et je vais lui appliquer une couleur de fond. Mais cette fois pour la couleur de fond, on va faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de l'habituel background color, on va utiliser une autre propriété qui s'appelle background. Cette propriété va nous permettre d'insérer une image en fond. Et nous, on va insérer un dégradé grâce à la fonction linear gradient. Bon, pour l'accent, c'est pas terrible, on va simplement dire un dégradé. Grâce à cette fonction, si je mets black et white, on verra un dégradé tout en haut de notre page. On peut également modifier l'orientation en mettant le nombre de degrés au tout début de notre fonction et notre dégradé sera vertical. Mais pour notre exemple, j'ai préparé un dégradé beaucoup plus complexe. Il utilise des valeurs RGBA qui me permettent de faire des couleurs transparentes grâce au 000 et les différents pourcentages me permettent de spécifier où se présenteront les couleurs. On se retrouve avec une couleur orange en son centre qui se dégrade vers la gauche et vers la droite en une couleur transparente. Et on va préparer notre animation. Pour ça, on va voir une nouvelle syntaxe CSS qui est la syntaxe de la règle CSS. Les règles commencent par un arrobas et on va utiliser la règle keyframes. Cette règle va nous permettre de renseigner chaque étape de notre animation dans le temps, du début à la fin. Je vais nommer mon animation chargement et ça va devenir un peu plus clair. Entre les accolades de ma règle CSS, je vais rajouter deux nouveaux groupes. Un groupe 0% avec des accolades et ensuite un groupe 100%. Dans mon groupe 0%, je vais déclarer une propriété qu'on a déjà vue, la propriété transform avec translate x -40rem. -40rem, c'est une valeur très élevée pour m'assurer que mon élément va sortir de l'écran. Dans mon deuxième groupe 100%, je vais faire quelque chose d'assez similaire, mais dans l'autre sens. Vous l'aurez peut-être compris, le 0% représente le début de mon animation et le 100% la fin. Ces blocs seront les étapes de notre animation. Une fois ma règle créée, il va falloir l'appliquer à mon élément. Pour ça, je vais appliquer la propriété AnimationName qui me permettra de choisir une animation à appliquer à mon élément Animate. Je vais sélectionner l'animation qu'on vient de créer, mais pour l'instant rien ne se passe parce qu'il nous manque encore quelques propriétés. Je vais ajouter la propriété AnimationDuration qui va renseigner la durée de l'animation. Et on a pu voir, mais c'était assez rapide que l'animation s'est enclenchée en haut à droite. Et pour s'assurer que l'animation continue, on va rajouter une dernière propriété que je n'arriverai pas à prononcer correctement, c'est pas grave, qu'on réglera sur infinite. Et après tous nos efforts, on va se retrouver avec une belle barre de chargement. Bon, j'appelle ça barre de chargement, ça serait plutôt un effet pour patienter, mais je trouve le résultat quand même pas mal. Enfin, c'est pas mal, mais on a quand même un petit problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a la barre de scroll en bas qui devient complètement folle.
Et ça, c'est parce que l'élément, on a beau le virer à moins 40 rem à gauche ou plus 40 rem à droite, eh ben, l'élément, il est toujours là. Pour régler ce problème, on va devoir faire en sorte que notre élément ne soit pas affiché dès qu'il sort de la page. Et pour ça, on a une propriété qui s'appelle Overflow Hidden qu'on va appliquer au container de notre animation. Cette propriété va faire en sorte que tout ce qui dépasse de lui, qui fait 100%, ne sera pas affiché. Et maintenant que notre animation est terminée, on va pouvoir passer à la section suivante qui sera brève au sujet des Media Queries. Les Media Queries sont généralement utilisés pour contrôler la réaction des éléments en fonction des différentes tailles d'écran. Par exemple, si je déclare une nouvelle règle @media avec comme paramètre max width qui signifie taille maximale 800 pixels, je vais pouvoir agir sur un des éléments quand la taille de l'écran sera inférieure à 800 pixels. On peut tout de suite voir le résultat en ouvrant la fenêtre responsive et on verra qu'une barre bleue est apparue tout en haut. Cette barre bleue va représenter la taille de ma Media Query, mais pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas de règle appliquée. Je peux jouer avec la taille de la fenêtre et ça activera ma nouvelle règle CSS. Si je veux appliquer cette règle à un élément, je vais devoir cibler un de mes éléments présents dans mon document. Je vais cibler l'élément pseudo avec lequel on a travaillé tout à l'heure et je vais lui appliquer une couleur de fond différente. Une fois cette propriété appliquée, on verra que si je réduis ma fenêtre en dessous de 800 pixels de large, le fond de mon élément pseudo changera. En général, on utilise les Media Queries pour modifier la taille de nos éléments pour qu'ils s'adaptent aux écrans. Je pourrais par exemple appliquer une largeur de 90% pour que l'élément devienne plus grand lorsque l'écran est plus petit. On peut également bien sûr modifier de max width à min width pour inverser le comportement. Pour ce qui est de la meilleure stratégie à adopter, c'est juste par l'expérience et l'expérimentation que vous trouverez la meilleure manière de faire pour vous. Et c'est à peu près tout ce qu'on verra pour les Media Queries. C'est quelque chose qui prend souvent assez de temps à mettre en place, mais avec un peu de chance, si vous vous débrouillez bien pour utiliser beaucoup de grids ou d'éléments naturellement responsives comme les mesures clamp, vous aurez assez peu besoin des Media Queries. Pour terminer, on va parler d'un sujet que j'aime bien, on va parler des couleurs. Il y a plusieurs manières de travailler les couleurs avec le CSS. Une des manières qui est déjà à l'écran, c'est la manière hexadécimale. L'écriture hexadécimale est illisible. C'est sûr que c'est compact, mais je vous souhaite bonne chance pour vous rappeler où est le rouge, où est le vert et où est le bleu. Ensuite, on a le RGBA pour Red, Green, Blue, Alpha. La valeur alpha représente l'opacité de la couleur et si je la modifie, on verra qu'on passera d'une couleur foncée à une couleur quasiment transparente. Cette valeur est d'ailleurs facultative, on pourrait l'enlever, on parlera alors de couleur RGB. Pour finir, il y a le système de notation que je préfère, c'est le système HSL. Ce système est pas encore très connu, pourtant il est extrêmement pratique. HSL vaut pour Hue Saturation Light. La première valeur est un chiffre entre 0 et 360 qui va se promener sur tout le spectre de la couleur. Le deuxième chiffre en pourcentage jouera sur la saturation de la couleur et enfin le dernier sur sa luminosité, sur la quantité de blanc ou de noir. Ce système de notation est très pratique parce qu'il est beaucoup plus facile de manipuler ces valeurs que de manipuler du RGB par exemple. Je suis incapable de savoir quelle quantité de rouge, bleu ou vert mélanger pour certaines couleurs, alors qu'avec le HSL, je peux incrémenter de 10 en 10 ou 50 en 50 pour me rapprocher de certaines couleurs à l'instinct. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, franchement, bravo. Je sais que cette vidéo était très dense, il y a beaucoup d'informations et vous ne vous rappellerez pas de tout la première fois, c'est normal. Ce qu'il faut pour le CSS, c'est expérimenter, pratiquer, essayer de reproduire des pages que vous appréciez et petit à petit, tout deviendra beaucoup plus facile. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, revenez la prochaine fois et prenez soin de vous.